Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Budgeconomie. Aujourd'hui, petite vidéo patrimoine dans laquelle nous allons voir comment construire un patrimoine solide. Pour commencer cette vidéo, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances estivales. Souvent synonyme de prise de recul sur ses objectifs et signe d'un nouveau souffle, je vous souhaite de mettre à profit ce temps de repos. Si vous n'avez pas encore pris le temps de faire le point sur vos objectifs financiers, voici un contenu qui pourra vous aider. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les différentes étapes à suivre pour construire un patrimoine financier solide et diversifié. Je vous propose dans un premier temps de faire le point sur votre situation personnelle afin de pouvoir vous féliciter des étapes déjà réalisées et de définir vos prochains objectifs financiers. Pour faire ce point, intéressez-vous à vos revenus, votre budget, votre taux d'épargne, mais aussi à vos dettes. Commençons par ces dernières. Pour construire un patrimoine solide, il faut commencer par rembourser de façon anticipée ses mauvaises dettes. Pour simplifier, il faudra garder uniquement les dettes ayant permis d'acheter des actifs. Il est souvent préconisé de ne garder que les dettes finançant des biens immobiliers. Il ne faut pas avoir de regret d'avoir contracté ses anciennes dettes. Il faut mettre un plan d'action pour rembourser ses crédits le plus rapidement possible. Ces dettes peuvent être des paiements en 3, 5 ou 10 fois sans frais, des crédits consommation, une LOA, LLD ou encore un autre crédit automobile, ou enfin un crédit étudiant. Dans quel ordre rembourser ces crédits? D'un point de vue purement financier, il est plus intéressant de commencer par le crédit ayant le taux d'intérêt le plus important. Vous épongerez en priorité la dette qui vous coûte le plus cher. Si nous nous intéressons à l'aspect psychologique, il est plus facile de rembourser le crédit ayant le plus petit reste à rembourser. Son remboursement sera donc plus rapide et vous offrira une bouffée d'oxygène avant d'attaquer les autres prêts en ayant capitalisé sur cette première victoire. En parallèle du remboursement de vos crédits, vous pouvez commencer à construire votre épargne de précaution. Il s'agit d'une épargne vous permettant de répondre à un imprévu, comme par exemple des frais sur votre voiture ou le changement d'un appareil électroménager. Cette épargne ne doit pas être utilisée pour acheter le dernier iPhone. Son but est uniquement de servir à répondre à un besoin urgent de trésorerie pour répondre à un besoin nécessaire. Il est important de savoir combien conserver en épargne de précaution. Le montant à conserver pour constituer votre épargne de précaution est variable en fonction de votre profil et de votre appétence au risque. Si vous êtes un employé en CDI et que vous avez une certaine stabilité financière, vous pouvez opter pour 3 mois de salaire. Si vous êtes un indépendant ayant débuté votre activité récemment, vous pouvez opter pour 12 mois de salaire. Personnellement, je suis employé en CDI, mais ayant une appétence au risque modéré, j'ai choisi d'opter pour 6 mois de salaire. Où conserver son épargne de précaution? Le support à préconiser doit être une enveloppe garantie. Vous ne devez pas prendre de risque avec votre épargne de précaution. Il est donc préférable d'utiliser un livret A ou le livret développement durable et solidaire, LDDS. Si vous y avez droit, je vous recommande d'utiliser le livret d'épargne populaire, LEP, qui vous permet d'obtenir un meilleur taux de rémunération. Une fois l'épargne de précaution constituée, vous pouvez opter pour votre épargne projet. Quel que soit votre type de projet, vous pouvez y consacrer un montant tous les mois. Voici un exemple de répartition. Pour un nouveau téléphone, vous pouvez y dédier 20 € par mois. Pour les études de votre enfant, prévoir 30 € par mois. Enfin, budgétiser 60 € par mois pour vos vacances et 100 € par mois pour votre futur projet immobilier. Combien conserver en épargne projet? Le montant à épargner dépend de la somme d'argent dont vous avez besoin ainsi que de l'échéance de votre projet. Plus votre projet est rapide et demande un montant important, plus il aura un poids dans votre épargne. Votre épargne mensuelle est donc égale au montant total dont vous avez besoin divisé par la durée d'épargne. Quelle est l'enveloppe à préconiser pour son épargne au projet? Le support à préconiser peut être une enveloppe garantie pour les projets court terme ou avec un risque modéré pour des projets plus long terme. Vous ne devez pas prendre de risque avec votre épargne pour des projets qui adviennent rapidement. Il est préférable d'utiliser les sommes toujours disponibles sur votre livret A ou votre livret développement durable et solidaire. Si vous y avez droit, je vous recommande d'utiliser le LEP
pour votre épargne de précaution et les autres livrets cités ci-dessus pour votre épargne projet. Il est plus facile de s'y retrouver avec une enveloppe par projet ou par type d'épargne. Vous pouvez donc également utiliser une assurance vie avec des supports en fonds euros. Votre capital est ainsi garanti et vous aurez plusieurs enveloppes en fonction de vos projets. Un des plus gros projets que vous pouvez avoir est de constituer un apport pour l'achat d'une résidence principale. Il s'agit d'un premier investissement qui vous permettra de capitaliser tous les mois. En effet, pour chaque mensualité de crédit, vous payez une part d'intérêt d'emprunt qui rémunère la banque, mais aussi une part de capital que vous remboursez. Il s'agit de la portion du bien immobilier qui vous revient. Quelle mensualité consacrée à ce projet ? Le Haut Conseil à la stabilité financière, HCSF, nous donne la règle suivante. La somme de vos mensualités doit être inférieure ou égale à 35% de la somme de vos revenus. En d'autres termes, si vous avez remboursé tous vos autres crédits, vous pourrez rembourser tous les mois 35% de vos revenus pour votre emprunt immobilier. Lors de l'achat de ma résidence principale, j'ai cherché le coût mensuel pour l'achat, mais aussi pour la location du type de bien que j'ai visé. Cela m'a permis de constituer un budget d'achat qui soit égal à un budget de location pour un appartement similaire. Je ne paye donc pas plus à l'année en ayant acheté mon appartement que si je le louais. L'achat de cette modeste résidence principale me permet quand même de m'enrichir par le remboursement du capital. Intéressons-nous à présent à l'investissement et commençons par la bourse. Une fois les mauvaises dettes soldées et votre épargne de précaution constituée, vous pouvez investir. L'investissement comporte des risques de perte en capital. L'investissement le plus passif est l'investissement en bourse. Il consiste en l'achat d'actions, d'obligations ou de parts d'ETF. Une action est une part de société, une obligation une dette d'une société et un ETF le regroupement de plusieurs actions. Nous pouvons nous interroger sur le rendement moyen que nous pouvons obtenir. Bien que les performances passées ne présagent pas des performances futures, il est intéressant de savoir qu'en moyenne, les rendements boursiers sont autour de 7 à 8% bruts par an. Nous pouvons alors nous demander comment investir de façon passive en bourse. La méthode du Dollar Cost Average, DCA, est une technique permettant de rendre l'investissement en bourse totalement passif. Cette méthode consiste en un investissement régulier sur un panel important d'actions. Il est souvent réalisé mensuellement sur un ETF regroupant de nombreuses valeurs, comme l'ETF MSCI World ou le S&P 500 par exemple. À travers quel support investir en bourse ? Comme nous en avons déjà discuté sur cette chaîne YouTube, il existe plusieurs supports d'investissement en bourse. Pour un investissement long terme, supérieur à 5 ans, je recommande l'utilisation d'un plan d'épargne en actions, PEA, permettant d'obtenir un avantage fiscal important. Pour des investissements plus court terme, ou pour acheter des actions qui ne sont pas disponibles au travers d'un PEA, vous pouvez opter pour le compte titre ordinaire. Intéressons-nous à présent à l'investissement concurrent de la bourse, j'ai nommé l'investissement immobilier locatif. Je tiens à rappeler qu'une fois les mauvaises dettes soldées et votre épargne de précaution constituée, vous pourrez investir. L'investissement comporte toujours des risques de perte en capital. Contrairement à l'investissement en bourse, l'investissement immobilier locatif vous permet de générer des rentes en utilisant l'effet de levier bancaire. En faisant appel à un crédit immobilier, vous pourrez acheter un bien dont le montant des loyers couvrira vos charges d'emprunt mais aussi vos impôts. Cela s'appelle l'autofinancement. Pour que votre investissement soit un autofinancement pour la banque, il faut que 70% du montant du loyer perçu chaque mois couvre l'intégralité de la mensualité de crédit. Notons également que le taux d'endettement de 35% est toujours appliqué. Si vous souhaitez faire un investissement locatif, je vous recommande donc de prendre en compte celui-ci dès l'achat de votre résidence principale afin de ne pas aller au maximum de votre capacité de remboursement mensuel. L'investissement immobilier peut-il être considéré comme un investissement passif ? Contrairement à la bourse, l'immobilier ne peut pas être qualifié d'investissement passif. En effet, la mise en place d'un investissement immobilier demande un investissement temporel important. La réalisation de visites, d'offres, la négociation,
l'achat devant un notaire et aussi la réalisation de travaux. Une fois mis en location, les revenus deviennent récurrents, bien que je ne les qualifierai toujours pas de revenus passifs pour autant. En effet, en cas de nécessité de la part de votre locataire, une fuite d'eau, le changement d'un ballon d'eau chaude, vous devrez être très réactif. Terminons cette vidéo par les investissements alternatifs. Des investissements alternatifs existent. Ceux-ci peuvent être plus rémunérateurs, mais sont aussi plus risqués. J'ai personnellement fait le choix de ne les mettre en place qu'une fois les investissements en bourse et immobilier réalisés. Parmi ces investissements alternatifs, vous trouverez les crypto-monnaies, les métaux précieux, le crowdfunding immobilier, mais aussi l'achat d'objets de collection par exemple. Terminons cette vidéo par mon avis. Construire un patrimoine financier solide prend du temps. Je vous recommande de prendre régulièrement du recul sur vos actions et leurs résultats afin de célébrer vos réussites. Cela vous permettra aussi de voir vos échecs et les actions à mettre en place pour les transformer. Il est inutile de se comparer aux autres personnes. Nous avons tous des objectifs financiers différents. Notons également que la vitesse d'accroissement d'un patrimoine n'est pas linéaire mais exponentielle. Cela signifie qu'il sera plus facile d'augmenter votre patrimoine au fur et à mesure que celui-ci grossit. Cette vidéo touche à présent à sa fin. J'espère que celle-ci vous a plu et si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce en l'air pour me l'indiquer. Je vous laisse également me mettre un commentaire si vous souhaitez me partager vos méthodes afin d'accroître votre patrimoine. Nous pouvons également nous retrouver sur Instagram @budgeconomie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et vous dire à samedi prochain.